Ok. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce nouveau webinaire du cercle qui commence à l'heure avec déjà, j'arrive pas à compter, plus de 30 personnes présentes. Vraiment un grand merci à vous. Et Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je vois plein de têtes connues, des fidèles et des nouvelles têtes. Donc c'est chouette. Bienvenue à vous tous. Déjà, le cercle de la non-violence, c'est quoi? C'est une bande de fous un peu hors, non classico, je dirais, qui essayent j'aime bien cette expression, d'être moins con que la veille, sans prétention d'avoir de vérité. Et le cercle, il est ouvert, hein, si vous voyez le logo, parce que c'est un endroit où on rentre, on sort, qu'il n'y a pas d'obligation. Et puis, et donc, c'est pas que de la CNV, j'aime bien dire, hein, c'est la non-violence. C'est vraiment la non-violence dans tous les mouvements internationaux de pensée, de philosophie, de ne pas rester dans une chapelle. Voilà, j'ai envie de le dire. Et puis, il y a les webinaires chaque mois, le deuxième mardi de chaque mois cette année. L'intention de ces webinaires, donc que ce soit gratuit, que ce soit un endroit où les gens viennent pour se questionner, on met des thèmes, toutes sortes de thèmes qui nous viennent comme ça, avec les rencontres, au gré des rencontres, au gré des questionnements. On n'est pas là pour arriver, pour vous enseigner des choses. On n'est pas là pour répondre à des questions avec des réponses toutes faites. C'est vraiment des espaces de questionnement et de sensibilisation à des thèmes qui nous sont chers. Voilà. et du coup, une fois cette belle introduction, quel est le sujet de ce soir? Ah Et oui, qui est avec nous? Raconte un peu, oui. dis. Oui, c'est des belles rencontres dans les stages avec des personnes avec qui il y a des atomes crochus. Et ça fait un moment qu'on parle avec Laurent, Mike, Yomi sur le métissage parce que nous sommes les quatre avec des métissages et avec des ethnicités différentes et diverses. Et puis, euh, et puis on a décidé ensemble de faire un webinaire sur le sujet parce qu'on pense que c'est un sujet, un sujet intéressant. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les deux invités, c'est Kiyomi et Laurent. Est-ce que vous voulez vous présenter? Allez. Donc moi je suis Laurent. Qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, on parle de métissage, donc dire un petit peu quel est mon mélange. Ma mère est d'origine guadeloupéenne, donc afrodescendante et un petit peu aussi arawak. Arawak, c'est les personnes qui sont originaires de la Caraïbe. Et puis mon père est de la Sarthe et un peu aussi du nord de la France. Voilà. Et puis bah moi je suis passionné par la CNV, passionné par l'humain, passionné par l'humanité de manière générale. Je travaille en tant que formateur, sensibilisation aussi à toutes les techniques de communication, de gestion de conflits. Et puis je suis thérapeute aussi. Et puis surtout je suis inscrit, je suis passionné par la non-violence systémique parce que je trouve que ça allie un petit peu tout ça et ça permet d'aller regarder la non-violence et la violence à des endroits qui, selon moi, n'ont pas été repérés encore et qui pourtant sont clés. Donc voilà, remercie Catherine en fait de proposer ce thème-là parce que je trouve qu'il n'est pas du tout évoqué, alors que pourtant on est beaucoup à être mélangé et il y a des expériences qui seraient intéressantes de partager avec tout le monde. Voilà, j'ai dit. Et bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Kiyomi, donc je suis métisse. Ça fait pas très longtemps que j'utilise ce terme. J'ai toujours dit je suis eurasienne, je suis franco-japonaise, je suis half, voilà. Maman française, papa japonais. Voilà, donc en fait, euh, je me suis rendu compte en réfléchissant sur cette thématique que j'avais
des questions, on me posait des questions assez récurrentes, des réflexions comme ça qui semblent innocentes au premier abord, mais qui ont bien plus d'impact et voilà, de répercussions qu'on ne le pense. Et ben, je trouve génial qu'il y ait un espace comme ça pour pouvoir échanger autour de cette thématique et voilà, et puis prendre conscience peut-être de certaines difficultés et de richesses aussi qu'il y a dans le métissage. Et moi, je découvre aussi la non-violence systémique depuis peu, à travers Catherine. Et, euh, et j'adore parce que ça m'apporte énormément d'éclairage, voilà, sur le fonctionnement de l'humain dans son écosystème. Et justement, j'aime beaucoup amener. Je suis dans l'accompagnement individuel et collectif. J'aime apporter de la clarté sur le fonctionnement psychique et émotionnel de l'humain. Donc, je suis dans la gestion des conflits, dans la fin de vie, les deuils. Dernièrement, dans les violences sexistes et sexuelles. Et euh, et puis, ben, j'utilise différents outils comme la CNV, l'IFS, enfin voilà, différentes choses qui permettent, enfin dans des approches systémiques, voilà, et l'intelligence émotionnelle également, développer certaines compétences intérieures pour mieux interagir, enfin interagir avec plus d'ouverture peut-être avec le monde, voilà. Voilà, c'est dit. Je suis issue de colons colonisés par le fait que je suis québécoise, donc francophone, qui a colonisé des personnes et colonisé par les Anglais. Et j'ai du sang autochtone sur les mains et dans les veines. Voilà. Du coup, un métis, j'ai une petite définition. Un métis, au féminin, une métisse, est une personne dont les parents ont des origines géographiques, culturelles ou des caractéristiques phénotypes différentes. Pour les scientifiques, tous les êtres humains sont le produit d'un mélange génétique de même nature. Voilà, je pose ça. On va commencer par Laurent. OK? Alors, Laurent, euh, ton expérience à toi, peux-tu nous parler de ton expérience sur les richesses et les fardeaux de ton métissage, puisque c'est justement le thème de ce webinaire. Allons-y. Ouais. Alors déjà, j'aimerais préciser que c'est des fardeaux systémiques. C'est important de me rajouter ça, hein. Dans mon expérience à moi, je suis dans ma famille en fait. Euh, c'est mon expérience, je trouve qu'elle est intéressante comme toutes les expériences, mais particulière parce qu'en fait, j'ai des parents qui sont et une famille, que ce soit française ou guadeloupéenne, où finalement mon mélange était une richesse naturelle en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment été élevé dans une famille où le fait que je sois mélangé n'était pas un sujet et tout ça s'intégrait très facilement dans l'appartenance. Euh, et donc, du coup, d'une certaine manière, j'ai été élevé dans un cocon familial où la question se posait même pas. J'ai été vu vraiment dans mon humanité, dans les choses que je pouvais apporter, mon regard, mais c'était pas pointé mon métissage. Donc c'était une richesse pour moi parce que du coup, et ça l'est toujours, hein, parce qu'en fait, j'ai appris à voir la vie avec selon deux ambiances, deux visions différentes, Guadeloupe, France, hexagonale, on va dire. Et, euh, et du coup, la richesse, c'est vraiment pour moi la souplesse, la tolérance, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais l'ouverture, on va dire. Et qu'en fait, je prends un exemple tout bête pour le deuil, une cérémonie de quelqu'un qui décède dans ma famille. Si je suis en hexagone, ça va se faire d'une certaine manière. En Guadeloupe, ça va se faire d'une autre manière où on va danser, on va chanter, on va raconter des blagues. Et en France, ça va être différent. Et en fait, dans les deux ambiances, pour moi, je sais que c'est comme, presque en CNV.
je suis relié aux besoins qu'il y a derrière, à l'aspiration et la stratégie finalement, elle est culturelle. Et donc du coup pour moi, c'est une richesse énorme parce que ça permet juste d'être ouvert à la différence, de se relier au-delà de nos différences en fait, mais de le vivre vraiment dans ma chair, j'ai envie de dire, et dans ma famille. Et moi, je dirais le fardeau systémique que j'ai vécu, c'est plutôt quand je suis sorti de ma famille, quand j'ai été exploré, euh, notamment dans un lycée. Alors, j'étais dans des lycées ou dans des écoles où il y avait toutes les nationalités, toutes les origines. Là, c'était plutôt cool parce qu'en fait, il n'y avait pas d'appartenance figée. On était tous différents et ça se mariait assez bien. Et par contre, quand je suis allé dans des lycées ou dans des groupes avec des cultures, on va dire, dominantes, assez majoritaires et figées, du coup, ça commençait à devenir compliqué. Et là, c'est là où j'ai vu que c'était un fardeau systémique. Juste pour info, à 15-16 ans, je lisais Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, la biographie de Malcolm X. Donc, il y avait un truc quand même qui se jouait dans les interactions, même si je suis plutôt clair de peau, on va dire, mais où j'étais vu, en fait, depuis mon afrodescendance, on va dire. Et donc, pour moi, le fardeau systémique, c'est que c'est cette impression de pas être complètement dans l'appartenance, de se sentir. Il y a un ami à moi qui parlait du syndrome de l'adopté, c'est-à-dire qu'en fait, on appartient mais pas complètement. Euh, Aussi cette impression qu'en fonction de la culture dominante dans laquelle on est, il va y avoir des stéréotypes sur mes origines, que ce soit du côté Guadeloupe ou France d'ailleurs. Quand je suis en Guadeloupe, c'est encore différent. Et en fait, il va falloir, comme dans l'invisible, le sentir et l'appréhender et presque parfois prendre le contre-pied des préjugés négatifs, euh, jouer parfois du positif ou pas d'ailleurs. Hein. Mais je veux dire, ça met dans une espèce d'ambiance qui est pas très très, j'ai envie de dire saine et qui nous met dans une systémie où on n'est pas vu tel qu'on est, mais parfois on est rattaché aussi aux préjugés, à des choses comme ça. Voilà, et pour moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais enfin des heures, je pourrais en parler beaucoup en tout cas. Le fardeau systémique, c'est vraiment de sentir que le groupe d'appartenance auquel on se sent en fait déjà en appartenance, parce qu'en fait on est tous humains en fait. Hein, et c'est de sentir qu'il y a des petits couacs, qu'il y a des moments où justement en tant que métis, physiquement en plus c'est particulier parce qu'au niveau phénotype ou ethnicité, je peux passer si je laisse pousser mes cheveux, si je me rase, j'ai des yeux bleus en plus, et donc je peux passer. Et puis du coup, au bout d'un moment, je vais entendre des réflexions qui sont racistes, voilà, et je me dis oh là là, ils ont pas compris qui j'étais. Donc ça peut faire des mouvements assez durs en fait, hein, des chocs. Et inversement, il y a aussi le colorisme qui existe partout, mais notamment aux Antilles, où plus on est clair et plus on va avoir accès à plus de privilèges. Et inversement, par exemple, en Hexagone ou ailleurs. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, on est juste un humain et en même temps, il y a ce que le système qui nous accueille peut plaquer, envoyer sur nous ou faire du fétichisme. Moi, je ne vais pas rentrer plus là-dedans. Le fétichisme, c'est un peu l'exotisme. Ah, les îles, la Guadeloupe, machin, enfin, le côté positif et négatif. Mais ce côté où on n'est pas déjà arrivé, on sent déjà les a priori sur nous. Voilà, je dirais déjà ça. J'aimerais préciser par rapport au métissage, je crois que c'est important peut-être de comprendre que la manière dont on va vivre notre métissage va dépendre de nos origines, va dépendre aussi de l'environnement social, le milieu familial dans lequel on grandit, et puis d'un contexte personnel en fait, parce que moi je vois que euh, j'ai grandi au Japon, mais j'ai pas grandi, comment dirais-je, qu'avec des Japonais ou au milieu des Japonais. Les meilleurs amis de mes parents étaient coréens et j'entendais parler et on mangeait autant coréen, français que japonais à la maison. Et j'ai été scolarisée dans une école française. Donc c'est très très différent et en plus c'est ma mère qui était française et mon père japonais. Alors que ça aurait été l'inverse, je suis quasi certaine que l'éducation que j'aurais reçue et l'implication
de ma mère, si ma mère avait été japonaise, l'implication dans mon éducation aurait été différente. Donc en fait, euh, c'est le côté fardeau systémique dont parlait Laurent. Moi, je l'ai senti surtout au niveau des stéréotypes. Euh, voilà, on s'attend à ce que, en tant que, voilà, qu'une japonaise agisse de telle et telle manière. Mais seulement moi, je suis pas complètement japonaise et je suis pas complètement française. Donc là, un autre fardeau, et on en reparlera peut-être après, c'est vraiment cette entre-deux identitaire en fait. On n'appartient à aucun groupe et en plus, moi de mon côté, je pense que j'ai vécu une forme de fascination, notamment de la part des Japonais, parce que mon père est d'Okinawa, qui est une destination balnéaire très appréciée par les Japonais quand ils arrivent à partir en vacances, et Paris, voilà, la France. Donc, et moi, je le vivais pas comme ça. Mais on nous colle, hein. C'est ça c'est ça qui est difficile, c'est on nous colle des étiquettes et on attend de nous après qu'on se conforme à ce que aux représentations que chacun peut avoir à ce moment-là dans mon contexte du Japon ou de la France. Voilà. Mike, peut-être, tu as envie de rebondir là-dessus? Euh, je suis pas préparé, je m'attendais pas à ce que tu m'interroges de manière aussi Mm. directe et frontale. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Mais je vais rejoindre quand même Kiyomi et Laurent sur ce qu'ils ont dit, à savoir qu'il y a souvent des attentes et des projections. Et on se Mm. retrouve à devoir. Alors moi, je suis algérien et réunionnais, et en tout cas dans mon expérience personnelle, c'est par rapport à la manière. Je vais prendre un exemple, mais par rapport à la manière dont les Algériens peuvent être considérés en France, puisque c'est là que je vis, j'ai souvent eu des attitudes qui consistaient à désamorcer le préjugé d'avance. Donc, faire très attention de parler avec l'accent le plus français, enfin, à ne pas avoir la moindre intonation, alors que j'en ai pas de base, mais il y a eu cette vigilance-là à avoir, euh, à toujours être extrêmement calme, puisqu'apparemment l'Algérien, les Nord-Africains sont nerveux, impulsifs et tout ça. Et donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'auto-injonctions en fait, que je me mettais pour essayer d'être, de m'en prendre le moins possible dans la tronche, quoi. Après, l'aspect réunionnais est quand même vécu beaucoup plus facilement, même s'il y a quand même parfois un peu une vision un peu, ouais, le truc l'exotisme, quoi, la plage. Il y a que ça, quoi, presque on dirait le soleil, la plage. Et mais parfois, j'ai parfois eu quelques préjugés aussi là-dessus sur l'indolence des gens des dom-toms, par exemple, la paresse, on se laisse aller, on est tranquille comme ça, forcément. Et voilà, par contre, en termes de richesse naturelle, voilà, ce que moi, j'ai retenu, c'est qu'il y avait enfin, les apports culturels sont à la maison. La culture vient à la maison, on n'a pas besoin de voyager. Et donc, que ce soit entendre des langues différentes, manger des plats différents, peut-être voir des manières de penser aussi qui sont différentes, il n'y a pas besoin de voyager pour ça. En tout cas, dans mon cas, j'ai eu cette possibilité-là. Donc, ça a été vraiment, ça m'a donné, je trouve, une souplesse dans culturelle, en fait, et même à travers, enfin, vis-à-vis de cultures que je ne connais pas, j'ai pas un mouvement de recul, j'ai plutôt une curiosité et puis surtout j'ai remarqué qu'il y a une flexibilité en fait vers la nouveauté. Voilà, j'ai Mm. déjà vu des personnes reculer ou voilà quand on leur montre un plat un peu différent, alors elles vont en prendre un petit bout, le renifler dans tous les sens et des trucs comme ça quoi. Je trouve que c'est assez horrible de voir ça, alors que moi j'ai pas ce mouvement-là. C'est des choses comme ça. Euh, Mm. voilà Mm. ce que Mm. je peux dire là. Je dis ça un peu à chaud, je m'attendais pas, Alex, tu m'as bien eu, mais c'est ouais, la diversité culturelle était vraiment, c'est vraiment un truc super quoi. Oh. Donc, enfin Merci, voilà. Mike.
Merci Et beaucoup. du coup, Et j'ai envie de rebondir du coup. Oui, mais on s'est rendu compte dans nos échanges justement en parlant d'amis que on était beaucoup tous les quatre avec plein d'amis métis en fait, et qu'il y a comme quelque chose qui se reconnaît sans porter attention en fait. Il y a comme quelque chose dans l'invisible. Et cette ouverture justement et cette curiosité qui n'est pas une curiosité malsaine d'aller euh, valider mes préjugés. Souvent, les personnes qui viennent vers les personnes métisses ou de d'autres origines, ils viennent avec une curiosité pour valider leurs clichés. Que les personnes qui ont plusieurs origines, c'est plus la curiosité de dire waouh, c'est quoi ton expérience de vie? Et du coup, il y a vraiment une différence. Voilà, je vais en dire ça. merci. Alors, une dernière petite question pour toi, Kiyomi, avant que on parte en sous-groupe pour essayer de réfléchir un peu ensemble. Dans tes interactions sociales, est-ce que ton métissage va influencer ta posture? Est-ce que tu vas prendre des postures spécifiques du fait de ton métissage dans le monde? Euh, alors, je sais pas pour les autres métis, mais moi, j'ai envie de dire, j'ai pas eu le choix, en fait. Quelque part, j'ai pas eu le choix dans le sens où euh, je crois que encore une fois, la manière dont on va vivre notre métissage est, enfin, c'est multi factoriel, mais il y a quand même pour moi, il me semble, un dénominateur commun, c'est cet entre-deux identitaire. On est assis entre deux chaises. Euh, et, et quelque part, les deux groupes nous renvoient le fait qu'on n'est pas complètement. Pour les Japonais, je suis pas complètement japonaise. Pour les Français, je suis pas complètement française. Euh, donc du coup, il y a eu chez moi un besoin de me suradapter à chaque fois. D'autant que, et c'est là aussi, bah, je vois mon père avec ses codes, avec les codes japonais en fait. J'ai toujours entendu mon père me dire, mais me réciter ça comme un mantra, faut pas que tu déranges. Parce qu'il faut pas déranger, ça fait partie des codes au Japon. Faut pas déranger, faut pas blesser. Et donc du coup, bah pour moi c'était, j'ai envie de dire double peine parce que je suis métisse, donc encore plus besoin d'être vigilante. Donc du coup, bah on développe en fait une forme d'hypervigilance quelque part parce qu'on est, enfin moi j'ai senti que je sentais que je marchais par moments sur des œufs en fait, parce que quelque part ce que je ressentais c'était une forme de comment je pourrais dire, un sentiment d'illégitimité quelque part. Parce que quand même, enfin, le terme utilisé au Japon pour décrire les métis, c'est moitié, half, half. Alors, on est moitié de quoi, en fait? Euh, donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que, oui, quelque part, euh, je me suis retrouvée souvent, enfin, oui, je passais mon temps à m'excuser, en fait. Donc quand je suis avec des Français, je m'excuse d'être trop méthodique, trop organisée, trop méticuleuse, trop ordonnée, parce que voilà, trop japonais quelque part. En fait, dans les représentations qu'on peut avoir des Japonais. Donc moi que enfin assimilé à quelque chose de rigide, de strict, etc. Voilà, alors que c'est pas en lien avec mes origines. Mon grand-père paternel, qui était du nord de la France, il était super maniaque et je pense que c'est de lui que j'ai j'ai hérité les habitudes en fait. Hein. Donc voilà, c'est ce qui me vient et il y a quelque chose aussi qui m'a marqué il y a quelques années. J'étais retournée au Japon pour voilà reconnecter un petit peu avec mes origines et essayer d'être un petit peu plus confortable en fait.
Et c'est au Japon que j'ai découvert que mon mode de communication était japonais, c'est-à-dire visuel d'abord, avant d'être auditif. Et en fait, ça a été un grand soulagement parce que quand du coup je suis rentrée après en France, je me suis euh, rendu compte. Euh, je suis pas sûre que ce soit directement lié à la question, mais en termes je me suis rendu compte en fait que euh, mon mode de communication à ce moment-là avec les Français n'était pas adapté. Et euh, ça m'a permis de me réajuster. Mais là encore, en fait, vous voyez, c'est finalement une fois de plus, je m'adapte. Une fois de plus, je m'adapte et voilà. En France, on communique comme ça. Au Japon, on communique comme ça. Et donc, pour être accepté, parce que derrière, il y avait ce besoin d'avoir ma place, d'être accepté au sein du groupe. Donc, là, voilà, là maintenant tout de suite, quand j'y repense, je peux vous dire, je sens de la lourdeur dans le corps là, hein. Hmm. Voilà. Voilà. Donc oui, il y a une surresponsabilisation, il y a une suradaptation, et donc tout ça, voilà, c'est internalisé et c'est voilà beaucoup de tensions internes en fait. Hmm. Voilà. En fait, la violence, elle se retrouve pas dans l'adaptation. Parce que j'ai vu des gens souvent, maintenant, je m'adapte plus. Mais si, l'humain est fait pour s'adapter, on s'adapte au milieu dans lequel on est, c'est naturel et c'est même souhaité. Euh, il y a entre l'adaptation, si je rentre chez quelqu'un dans une maison qui fonctionne d'une certaine manière, je vais m'adapter aux us et coutumes là in situ. Mais la suradaptation, c'est d'anticiper, de carrément changer sa personnalité. C'est pas la même chose. C'est adapter mes gestes et ma façon d'être un certain temps pour m'adapter à un milieu. Quand je suis dans la rue, je suis pas comme dans ma maison. Comme je suis avec une personne, je suis pas avec une autre. Voilà. Mais je reste toujours habitée par moi, mon essence, mes personnalités et mes élans. La suradaptation, c'est je me coupe de moi et j'observe et je veux plaire et je veux absolument correspondre au code de l'autre. Et c'est là que c'est violent pour soi et puis et lourd. Et comme tu dis, je sens de la lourdeur et du coup, c'est voilà, prendre trop de responsabilités, c'est pareil comme prendre zéro responsabilité. Ouais. C'est comme se déconnecter de son être profond, Ben ouais, finalement. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm. C'est s'adapter, mais en gardant sa couleur, son essence et sa, sa singularité. Et Ça, comme ce qui a été dit souvent, là, c'est ça, c'est le cul entre deux chaises. hmm. Moi, c'est encore un autre truc, je vais pas en parler, mais ce truc, voilà, Bon, qui fait que t'es quoi, parce qu'il y a des gens qui sont tellement contents d'être quelque chose. Et ils peuvent s'asseoir dans quelque chose. Est-ce que c'est confortable ou pas, je ne sais pas, mais socialement, c'est plus admis d'être franc dans le sens une seule chose. Hmm. Mm. Moi, j'aimerais juste rajouter une petite anecdote comme ça d'une amie qui est métisse brésilienne. Et en fait, je remarquais que euh, quand on est en France, voilà, voilà, j'étais au Brésil avec elle, on a été en France aussi. Et en France, euh, dès que quelqu'un commençait à parler du Brésil, elle l'arrêtait tout de suite. Elle lui disait, attends, je t'arrête tout de suite, je suis brésilien. Mm. Et ça, bah, quand tu poses la question, Alex, bah, comme tu dis, l'anticipation. Je te préviens parce qu'on sait derrière qu'il va y avoir des Ah oui. clichés sur le Brésil, sur les Brésiliennes aussi, parce elle est brésilienne. Et donc, ce côté où, bah, finalement, t'anticipes, ou moi, je vois aussi dans certaines relations, j'attends de voir quel est le degré d'ouverture, quel est le degré de souplesse culturelle, même du coup intellectuelle presque, avant de donner le crédit. Parce que moi, je peux passer et même aux Antilles, je peux passer, puis au bout d'un moment, je vais entendre un truc qui va pas me plaire sur les Brésiliens, les machins, les trucs ou les Français, ou sur les Blancs, clairement. Et du coup, là, il y a un truc, donc il y a quelque chose qui est un peu en attente de. C'est pour ça que je rejoins Catherine
Moi, j'en parlais avec un ami à moi, et c'est vrai que ah, j'ai tendance à me mettre à être, euh, à être plus confortable sur le moment, en tout cas, avec des personnes qui sont ultramarins, par exemple, ou étrangers, ou les personnes qui ont roulé leur boss à l'étranger, Mm. mais, parce qu'il y a plusieurs catégories là-dedans, des gens un peu comme mon père, je dirais, quelqu'un qui s'est ouvert à la culture, y a été, a trempé dedans et en est ressorti enrichi, et non pas sous forme de je pars avec mon modèle figé, je critique tout l'étranger. Donc tous ces backpackers là, avec la curiosité de l'autre, qu'on peut retrouver dans d'autres communautés d'ailleurs, hein. Les gens de la SND, par exemple, qui sont intéressés par l'humanité, l'espéranto aussi, moi je me suis intéressé à l'espéranto. Voilà, toutes ces valeurs-là, bah, du coup, c'est des endroits où voilà. Mais sinon, il y a une petite vigilance quand même, c'est vrai. Bienvenue de retour dans Bienvenue. ce grand groupe. Ah, sinon, il y a Marie-Christelle qui a levé la main. Allez. Allez, Marie-Christelle, on Bonsoir, t'écoute. bonsoir. Alors moi, j'ai abordé un point sur le métissage culturel, parce que j'ai pas forcément moi de mon côté de métissage de deux parents. Mes deux parents sont camerounais. Par contre, mes enfants sont métis. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à assister à cet event. Et en fait, quand j'écoutais les partages, ce qui revenait, les doutes, les questionnements que chaque personne a partagé, mais je les avais aussi, mais pas dans le même contexte, parce que moi, je suis expat et je voyage dans plusieurs pays. Et je disais que au départ, quand je suis revenue enfin, en Afrique, je me suis pas sentie non plus chez moi et je me sens pas non Mm. plus française, ni, Mm. ni sénégalaise, ni ivoirienne, ni voilà. Et que oui, il y a pas, est-ce qu'il n'y a pas aussi un métissage culturel au final, que un métissage génétique qu'on peut avoir? Et le dernier point, c'est mes enfants ne le vivent pas du tout enfin, du moins pour l'instant, comme quelque chose ils acceptent totalement qui ils sont. Ils se considèrent plus comme des citoyens du monde que je suis français ou je suis voilà. Et tout le temps, j'essaye justement de valoriser cette estime d'eux-mêmes identitaire qui peut-être changera, hein. Je pense que le monde se chargera de le mettre à rude épreuve. Mais je pense que si c'est solide à la base, et moi, en tant que parent de métis, si les parents accompagnent ça et essayent d'amener ça, ben voilà, enfin, ce sera beaucoup plus facile ou pour les enfants, ça leur aidera plus. Enfin, petit exemple, mon fils de 5 ans et celui de 9 ans, ils partent avec un masque à l'école, ils s'en foutent complètement de savoir si ça va plaire aux autres, en fait. Et c'est cette insouciance-là que, que je nourris, j'essaye de nourrir chaque jour pour pas qu'ils le vivent trop mal si après ils ont des limites face à ce métissage. Voilà, c'est ce que je Mm. voulais partager. Parce qu'on a été coupé Merci. avant et je devais interagir, Mm. donc je finis juste avec, avec ça. Super. Super, Marie-Christelle. Ben oui, en fait, c'est ça, dans le monde merveilleux de la non-violence, si on était connecté à nos cœurs 24 heures sur 24, je pense que ça serait même pas un sujet, hein. Comme dans la définition, on l'est tous à quelque part. Et comme le disait Laurent, chez lui, c'était tellement beau et c'est tellement organique que lui, il n'y avait pas de violence. La violence, ça vient de l'extérieur où on essaye de nous confronter à une identité. Et c'est le système, c'est notre système de pensée, de monoculture, d'imposer une culture unique qui fait que
on doit se définir à un moment donné. Donc les gens avec les meilleures intentions du monde veulent nous définir. Donc là, on parle du métissage ethnique, mais ça peut être sur plein de choses, hein? Hommes, femmes, métier, classe sociale. Là, on a focusé sur ce sujet, mais la violence systémique, elle est là. Elle est là quand on sépare les gens, quand on les enferme dans une facette de leur être qui correspond à une culture qui rassure, je dirais, la culture dominante. Voilà. Merci de ton témoignage et continue à empuissancer tes petits parce que même s'ils subiront la violence systémique, quand on est puissant d'amour de notre famille, c'est plus facile après de se déployer. Merci. Et du coup, j'ai envie de rebondir parce que quand on parlait, pendant que vous étiez en sous-groupe, Kiyomi, une question à éviter, ça rebondit sur ce qu'on vient de dire avec Marie-Christelle. Tu as envie d'en parler? Ah oui, c'est les questions type tu te sens plus française ou tu te sens plus japonaise ou tu préfères la France ou tu préfères le Japon? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? À part ça dépend, franchement. C'est euh, c'est c'est extrêmement réducteur en fait, je trouve, de vouloir. C'est comme si on essayait de m'assigner à une identité. C'est pluriel, voilà. Donc accueillons la complexité si ça vous semble complexe. Mais voilà, j'ai pas besoin de choisir mon camp. Et c'est pas mes origines qui me définissent en fait non plus. Donc voilà, s'il y a bien un truc à éviter, c'est ce type de stéréotype en fait. Voilà, par exemple. Mm. Super, merci. Ben Alors, oui. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait contribuer ou rebondir sur ce qu'on vient d'entendre? Il y a Ah, Rose. Rose. Allez, on Oui, t'écoute. bonsoir. Alors, je Bonsoir. suis d'origine de Bruxelles. J'habite à Buenos Aires, en Argentine, donc d'où j'appelle en ce moment. Ma maman était du Congo et mon papa belge flamand. Donc j'ai vécu à Bruxelles. Je suis née à Bruxelles en bilingue, première langue néerlandais, donc mon français n'est pas à 100%, donc veuillez m'excuser. Alors je voulais juste rebondir sur certains aspects, parce que moi j'ai vécu comme fille métisse à Bruxelles et j'avais un tout autre sentiment. Je pense que ça m'a fait beaucoup penser ce que disait Kiyomi, qu'elle était en France, mais que sa maman était française, que ça aurait été différent si sa maman était japonaise, mais maman était congolaise et ne se sentait pas vraiment bienvenue en Belgique. Donc cela veut dire que pour moi et mes sœurs, il y avait un mandat d'être les meilleurs Belges possibles et de façon inconsciente une sorte de rejet de tout ce qui était plutôt africain parce qu'on voulait s'intégrer, même si c'était jamais possible parce qu'il y a une sorte de miroir qu'on te met, même si tu es belge, tu parles les trois langues, des études supérieures, tu aimes les frites, la bière et le football, mais non, étrangère, immigrée, islam, bon, je sais pas, toutes des préjugés, des stéréotypes. Et ce n'est seulement qu'il y a une dizaine d'années, et puis il y a 3 ans, ma maman est décédée. Et là, j'ai appris vraiment la richesse de sa culture. Parce que je ne savais pas comment on faisait le deuil pour cette tribu du Congo. Et on a eu pas mal d'aide de ses amis du Congo à Bruxelles. Et j'ai vu vraiment la richesse et perdue en fait, parce qu'elle ne voulait pas nous intégrer dans cette culture-là. Et je n'ai moi non plus pas fait des pas. Je voulais être aussi la meilleure belge. Donc quand je vous écoutais et vous disiez, plusieurs de mes amis, la majorité de nos amis sont métis, pour moi non. Mes amis en Belgique sont blancs. Parce qu'aussi, j'étais la seule personne de couleur à étudier en néerlandais à l'école et mes sœurs aussi, chaque fois, on était les seuls. Alors, je résume un peu ce qui est sorti de notre groupe. 2 actions.
Une très personnelle pour moi. Je sens que j'ai toujours ce sentiment d'injustice qui vit en moi, pas seulement pour moi, pour toutes les autres personnes que je vois quand je vois l'injustice. Et donc, il y a une sorte de colère que j'aimerais bien voir comment je peux la canaliser dans quelque chose de positif. Et puis, l'autre aspect qu'on a un peu discuté dans le groupe, où j'étais avec deux personnes, je dirais français, polonais, d'origine européenne et peau blanche, qui disaient que ce serait pas mal d'avoir un peu des outils aussi, comme personne qui n'est peut-être pas tout à fait métissée ou qui passe comme personne blanche, comment aborder, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et je pense qu'il y a un manque d'outils et d'éducation sur ce que c'est être une personne qui, selon notre système européen ou occidental, est plutôt sur le top de la pyramide, homme blanc, et de pouvoir, en premier lieu, se rendre compte qu'on est privilégié, même si la vie n'a pas été privilégiée, mais selon l'aspect, et quels sont les outils que nous pouvons offrir aussi pour les personnes peut-être qui ne sont pas métissées. Je termine ici. Envie de rebondir, Laurent? Je sais pas, je sens que tu... Non? Non, pas forcément, mais je peux. Ah, ok. Comment dire? Je trouve intéressant, encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure entre nous, c'est de se rappeler que finalement tout ça c'est systémique. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas individuel, on fait pas ses choix individuellement de poser cette question. Est-ce que tu es plus japonaise, plus français? Est-ce que par exemple toi, je me souviens plus de ton prénom, tu viens de parler, mais Rose. Rose, tu choisis pas de coller plus à l'identité belge, fric machin. C'est systémique en fait. C'est qu'en fait, pour moi, c'est important de se rappeler ça. C'est que l'idée en tout cas, mon intention, c'est pas de stigmatiser qui que ce soit. C'est de prendre conscience que on est le jeu de préjugés, de peur des systèmes qui veulent absolument mettre les gens dans des cases, et mettre des critères précis dans l'appartenance, parce qu'il y a des trucs qui sont neurobiologiques ou je sais pas trop quoi, ou caïques, on va dire, hein, tu fais partie du clan ou pas. Et c'est juste déjà, moi, quand tu dis qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme outil, c'est déjà se renseigner. Qu'est-ce qui fait que je suis pas conscient des privilèges que j'ai? Qu'est-ce qui fait que quand je pose la question de est-ce que tu te sens plus japonais ou français ou guadeloupéen ou sartois, qu'est-ce que ça nourrit en fait comme besoin chez moi en fait? Est-ce que ça part depuis un endroit de curiosité complète ou est-ce que c'est une question, je sais pas d'où ça vient. D'ailleurs, ça vient d'un système là comme ça euh, qui pose la question de manière automatique. Peut-être des choses comme ça. Et puis j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'interculturel parce que finalement, là, on parle du métissage ethnique, mais finalement, déjà, on est tous mélangés depuis le début, hein, l'humanité. Moi, c'est important aussi de rappeler qu'on est des êtres humains. On appartient à l'humanité. Moi, quand on me demande, tu te sens plus guadeloupéen ou français, moi, je me sens humain. Basta, en fait. Je me lève pas. C'est physiquement, j'ai une apparence, mais mon humanité, elle a pas de couleur. Elle a une culture à la rigueur, mais l'interculturalité et le fait d'apprendre à vivre avec d'autres cultures et de rester ouvert, oui, ça sera intéressant que ça soit à l'école, que ça soit présenté, que chacun soit conscient des privilèges qu'on a en tant qu'homme, par exemple, que ça soit assez, voilà. Comme tu dis, on choisit pas d'être privilégié, on l'est. On choisit pas non plus d'être déprécié, on l'est. Et qu'est-ce qu'on fait de ça quand on est inconscient? Après, c'est toute la puissance de l'ANVS, non-violence systémique. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? Quel est notre pouvoir d'avoir un impact, en fait? On a toujours un impact, mais qu'est-ce qu'on choisit consciemment comme impact dans la société, pour soi et pour les autres? Et je rebondis aussi. Donc la non-violence systémique, c'est un truc que j'ai un peu développé à ma sauce. La non-violence systémique du cercle, je dirais, qui est pour moi un laboratoire vivant. En ce moment, il y a un parcours, Laurent est dans le parcours, et je vois ça comme un laboratoire vivant qui évolue tout le temps. Donc il n'y a pas de réponse toute faite. Par contre, il y a comment
prendre de la hauteur au niveau systémique, mais fractal et organique et culturel et de toute notre histoire, de voir l'impact, à quel point nous sommes tous et toutes euh, conditionnés. Tout le monde est conditionné. Et tout à l'heure, dans des interactions, Alex, il dit à Kiyomi, ah ben, t'as juste à répondre ça. Et bien ça, c'est une réponse de ultra privilégié, homme blanc, c'est facile pour lui d'exister tous les jours et d'avoir du répondant et d'être entendu. Par contre, quand on est une personne qui vit de la stigmatisation depuis tout petit, toute petite, que ce soit que être femme ou plein de critères, il y en a une quarantaine, cinquantaine de critères qui font que on ne peut pas avoir le répondant. Et puis, c'est toujours, depuis qu'on est tout petit, que ça prend de l'énergie pour exister, se sur-responsabiliser, se suradapter. Donc, en plus d'aller éduquer les gens, de dire, c'est mieux que tu dises pas ça et tout, parce que ça me fait de la peine, c'est un peu lourd. Donc, oui, comment, quand moi j'ai plus de privilèges, j'en prends compte. Je deviens pas un méchant, une méchante. Je ne suis pas, c'est pas de ma faute d'être privilégiée. Par contre, qu'est-ce que je fais de ce privilège d'avoir accès plus facilement à l'existence, que ce soit plus fluide dans ma vie que les autres? Du coup, qu'est-ce que je peux faire? C'est la bonne question, oui. Qu'est-ce que je peux arrêter de faire aussi? Et comme disait Laurent, quand je pose ces questions d'identité, avant de la poser, moi j'aime bien dire on ferme la bouche, la boîte à camembert, on respire 3 fois, et c'est pourquoi je pose cette question-là. Parce qu'il y a des questions sur l'identité qui peuvent être extrêmement passionnantes, mais elles viennent d'elles-mêmes quand elles arrivent. Hein? C'est pas on arrête de poser des questions sur où est-ce que tu viens, c'est quoi ta culture, ça peut être intéressant, mais quand c'est la première question et ça vient de vouloir te caser, c'est moins sympathique. Si la personne, dans une conversation ou dans une relation, à un moment donné, dire ouais, tu sais, ma mère vient de tel truc, ou j'ai du sang, voilà, de telle ethnie, ça devient une conversation, c'est intéressant à partir dont on va découvrir ensemble qu'est-ce que tu expérimentes dans ta vie. Et non, est-ce que t'es ci, ça, t'es comme ci, t'es japonaise, t'es ça, t'es guadeloupéen, t'es ça. Là, ça, c'est violent. Voilà, des petits types. Donc, du coup, Catherine, moi j'ai aussi envie de rebondir parce que, alors, c'est génial, voilà, le cadre est posé, j'ai envie de dire oui, c'est systémique, mais maintenant moi je suis à l'intérieur du système, donc qu'est-ce que je fais moi pour pas nourrir ça? Et ce qu'on se disait tout à l'heure, justement, c'est que finalement, donc toi tu dis oui, se poser la question pourquoi je m'intéresse, pourquoi je veux savoir tes origines, etc. Et c'est ça, c'est à partir de quel espace, cet intérêt pour l'autre. Est-ce qu'on est là parce qu'on a un besoin quelque part de sécurité? J'ai besoin de savoir si je peux m'identifier à toi. J'ai besoin de savoir si on est pareil. J'ai besoin de savoir si on va s'entendre, si on va pouvoir s'aimer. Et donc du coup, je te pose ces questions-là pour que tu rentres dans mes cases. Et en fait, cette discrimination-là, elle n'induit pas l'harmonie. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on est toujours dans ce schéma de potentiellement tu peux être mon ami ou potentiellement tu peux être mon ennemi ou alors t'es juste un étranger. Enfin voilà, c'est neutre. Voilà. Et donc là, je me dis que vraiment se poser la question, ok, ça part d'où en fait? À partir de quel espace en moi j'ai est-ce que j'ai cette curiosité? Parce que tu parles souvent de ça aussi justement, de la curiosité du grand dans le système. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci Rose. Moi, j'aimerais savoir, Rose, si ça t'aide à désamorcer ta colère, ce que tu as entendu là. Il faut la vivre, la colère. Oui, non, en fait, j'ai pensé et je pense que la colère, c'est un des sentiments qui est très naturel et qui peut être, mais je voudrais que ce soit canalisé vers quelque chose de positif. Parce qu'il y a une grande force dans la colère. Donc, c'est pas que je vais maintenant m'éteindre et ne pas sentir la colère face à l'injustice. C'est plutôt comment je le canalise vers quelque chose de positif et comment ça ne me mange pas à moi de l'intérieur. C'est ça que je voudrais. Donc, je n'ai pas encore trouvé la réponse, non.
Ok, super, merci beaucoup pour ça. Il y a d'autres interactions? Alors peut-être Ah, il y a Jessica, Hélène peut-être qui fait Romain. avec son doigt. Hélène! Oh, mais Hélène, Hélène, vas-y, mets ton micro. ton Une micro. canne à oui. On t'entend pas, Hélène. Voilà, c'est vrai. J'ai été dans un groupe avec 3 autres magnifiques personnes et notre interaction a été plutôt et super intéressante dans ce sens que ce que j'en ai, enfin les filles, si vous m'entendez que je suis pas correcte, vous me le dites, mais ce que j'ai retenu de nos échanges, c'est la richesse d'être métisse ou de ne pas être métisse, c'est-à-dire de connaître des métisses et de les aimer. C'est qu'on est les trailblazers parce que dans une société comme dans une autre, on n'appartient pas justement pour faire éclater les belles, jolies barrières imposées. Donc, dans ce sens-là, si on sait que c'est une force et qu'on s'identifie plutôt à cette force qu'à la qualité d'être métisse ou de ne pas être métisse, je pense qu'on peut participer justement à faire évoluer la pensée, à faire évoluer les systèmes. Et c'est ce que j'ai retenu de nos échanges. Parce que justement, si ce que nous ressentons, est-ce que ça vient de nous-mêmes ou c'est le fait qu'on pense qu'on est métis et que les autres nous voient comme tels? Donc, est-ce qu'on se sert de cette excuse pour avancer? Excuse dans le sens que je suis un tel, donc avoir nous-mêmes nos propres préjugés. Je pense que ça commence beaucoup de là. Comment est-ce qu'on se voit dans le monde? Automatiquement, on va attirer les gens qui vont refléter notre propre pensée. Donc, si je suis acceptée ou pas acceptée, est-ce que c'est parce que je suis métisse ou c'est quelque chose d'autre? Voilà. Alors, je ne sais pas si ce sera tout à fait en lien avec ce que dit Hélène, mais pour moi, dans le métissage, il y a en fait 2 aspects. Il y a un aspect qui est vraiment, disons, interne, où je pense que quand on arrive à construire une confiance suffisante en soi, on arrive à mieux vivre aussi les injonctions extérieures. Mais pour ça, j'ai le sentiment qu'il faut vraiment reconnaître toutes les parts de soi. Et donc, creuser probablement autour de nos origines à un moment donné euh, pour les comprendre, pour se raconter son histoire aussi, la manière dont on a envie de percevoir ce métissage. Et puis, à un moment donné, je pense que c'est juste, enfin, ça devient une question euh, d'identité, euh, mais de manière plus large, c'est-à-dire que l'identité, ça concerne finalement tout le monde. Je pense qu'elle se construit et évolue à chaque étape de notre vie, avec, je sais pas, le fait d'avoir des enfants, d'être à la retraite à un moment donné. Il y a, du coup, nos identités changent en fait, et notre identité est multiple et bouge tout au long de la vie. Et peut-être qu'il y a une période de la vie où on se concentre beaucoup sur cette identité liée aux origines, entre autres. C'est important d'y passer. Euh, mais je pense qu'il y a un moment donné aussi où ça s'efface un peu, on se pose peut-être un peu moins la question uniquement sous l'angle de l'origine. Alors, je sais pas si je suis très très claire dans mes propos, mais donc je pense qu'il y a un aspect interne et un aspect externe, du coup, qui vient effectivement du système dont vous parliez tout à l'heure. Et moi, j'aime bien comparer un peu ce système aux piqûres de moustiques, en fait. Quand on a une piqûre de moustique, ça fait mal, ça gratte. Mais quand on a des piqûres, et ces piqûres, pour moi, c'est des questions de d'où tu viens, enfin, qui es-tu, etc., pour mettre dans une case. Quand ça vient, effectivement, quand on a, j'en sais rien, 500 piqûres, 1000 piqûres, là, ça devient vraiment usant. Et trouver les ressources pour pouvoir réagir, c'est pas toujours évident. Mm. Voilà. J'entends ce qu'Hélène et tu dis, c'est oui, oui, il y a quelque chose qui vient de soi, comme disait
Marie-Christelle, je pense. Ouais, il y a le socle, dans quel milieu j'ai été éduquée, si j'ai reçu tout l'amour et que ça a été simple pour moi et que ça a été fluide. J'ai été dans des écoles peut-être internationales ou pour tout ça, que ça n'a pas été blessant dès l'enfance. C'est un des critères qui fait que le système écrase certaines personnes et que c'est difficile d'exister. Et du coup, ça a colonisé nos esprits. Et dépendamment de où on part, il y a des plein de facteurs qui se croisent. Si en plus d'être métis, il y a une classe sociale, si ça a été compliqué, si on s'est fait pointer du doigt, si on a vécu de la violence à cause de ça, dépendamment du travail et du milieu dans lequel on grandit, c'est plus ou moins facile de trouver la force à partir de l'intérieur. Pour moi, c'est une limite du développement personnel. Il suffit d'eux, il y a qu'à, ça vient tout de soi. C'est pas vrai. On est tous intriqués moléculairement et on a tous euh, une oppression internalisée et on est tous un oppresseur internalisé aussi. Moi, longtemps, j'étais ouais, il suffit de, ouais, machin. Et je me suis rendu compte que ça m'a créé une certaine carapace contre moi-même et d'aller ouvrir cette carapace, ça m'a ouvert plus vers les autres, plus de douceur vers moi et plus de compréhension du monde. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire. Christina, Merci Amandine, en tout cas. oui, Voilà, moi, je voulais juste témoigner, pour moi, c'est un métissage culturel, bien sûr. Je suis complètement italienne et j'habite en France. Et, hum, et en fait, pour moi, ça a été game changer de comprendre, en fait, d'écouter toutes les parties de moi-même. Euh, Quand j'étais au début en France, c'était bon, difficile pour la langue, pour la culture. On est à côté, deux pays à côté, mais c'est vraiment différent. Et en fait, d'écouter toutes les parties de moi-même, ça m'a aidé dans la douceur. Parce que finalement, j'étais moi-même dans le jugement des autres aussi, beaucoup. Même qui j'étais pas dans mon pays, on va dire. Et en fait, j'ai écouté et j'ai découvert un grand besoin d'appartenance et une partie de moi qui voulait vraiment être avec les Italiens. Et du coup, dès que j'ai eu un petit groupe d'Italiens à fréquenter, avec qui je suis bien, d'un coup, j'ai eu l'intégration que je voulais en France. Je suis bien avec les Français aussi. Et comme quoi, de prendre en considération toutes les parties de moi, ça a vraiment changé le jeu. hum, hum, super. Ben oui, il y a Mais un boulot à faire soi-même, c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait une grosse charge pour des personnes très blessées. Voilà, quand ça vient de l'enfance, c'est que c'est compliqué. Hum. Merci. Non, ça m'a beaucoup fait, ça m'a fait réfléchir encore une fois sur l'appartenance en fait, sur comment elle se vit et quels sont les éléments qui font qu'on se sent en appartenance. Voilà. Je vois que c'est aussi à géométrie variable, ça bouge tout le temps. En Hum, réalité, et que peut-être l'idée là, ça me vient tout de suite, c'est bah, on est comme des poissons dans l'eau et puis on doit trouver un petit peu le courant qui nous convient et puis voilà les zones en fait où on se sent bien en fait. Et en fonction de là où on est implanté, là où on a grandi et comment on a appris à interagir, bah, ça peut faire tout l'objet d'un travail en fait pour apprendre à reconnaître nos zones ressources, je trouve. Mais voilà, ça apprend à nous ressentir, à distinguer qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait moins du bien, qu'est-ce qu'on veut. Et j'en parlais un peu dans mon groupe tout à l'heure. Il y avait une autre personne avec qui ça avait l'air de résonner aussi. Enfin, c'est cette histoire enfin, d'aimer aussi se relier avec les gens au-delà du culturel et plutôt à ce qui nous fait délirer ensemble. Voilà, se relier sur autre chose que ces histoires de faciès, ces histoires d'origine, mais vraiment juste aller sur au-delà de ça justement et qu'est-ce qu'on aime faire ensemble. Juste cette question-là. Moi, je me suis rendu compte que j'aimais bien aller dans cette direction-là, même si évidemment, comme on est dans une société conditionnée, c'est des choses qui vont se jouer. On aura tous des biais, moi y compris, mais j'aime bien tendre vers ça, quoi. Qu'est-ce qui nous relie en humanité plutôt qu'à travers nos points de départ, en fait, tout simplement. hum.
C'est Voilà. ça. Merci Mike. Je vois qu'il y a Rosemary qui a levé la main. Je propose qu'on prenne Rosemary et puis qu'après vous donniez votre mot de la fin, Kiyomi, Kat, Laurent, et comme ça on pourra clôturer. Yes. Oui, je remercie Mike de son partage parce que faisant partie d'une association où il n'y a que des personnes d'origine, parce qu'on est des interprètes, donc d'origine de plein de pays, ce que je vis, moi, plus je suis mélangée avec des personnes d'Ukraine, Afghanistan, Marocain, enfin, de tout, et ben, plus on va se connecter à notre humanité parce que on n'a pas cette culture. Voilà, moi je me retrouve avec des Italiennes tout de suite. Wouah, c'est facile. Il y a un truc d'appartenance. Là, quand je suis dans ce groupe-là, je suis humaine. Voilà, l'appartenance, c'est mon humanité. Et ça, j'adore le vivre. Parce que d'un coup, il y a tout ce qui, il y a plein de barrières qui sautent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on partage, on arrive, on partage nos plats, nos trucs. Voilà, on va plus dans le partage de ce que on amène, voilà, que de rester entre nous parce que je vais pas, je veux pas. Voilà, voilà, c'est ça qui est partagé qui rejoignent un peu ce que tu disais, Mike. Voilà. Ben oui. Ben oui, ça c'est le Merci. rêve, hein, de toute façon. Bien sûr que c'est le rêve. Donc, mélangeons-nous pour nous trouver encore plus. Oui, Voilà. Eh oui. ben, ce sera le mot de la fin. Voilà. Mélangeons-nous. Merci Rosemary. Ou pas. Kat, Ou j'aime bien ou dire ou pas. pas. Ou pas. Oui, Laisse-moi le pas forcément choix. avec tout. Voilà. Alors, Vous avez envie de dire un petit truc, Laurent, Kiyomi, avant de la fin? Moi, j'ai envie de dire que je suis pleine de joie parce que euh, pleine de joie d'avoir eu cet espace pour dire que j'ai pas envie d'être cantonnée à des origines et de dire que je suis plus que ça et c'est très bien comme ça et voilà. Faisons simple, hein. J'ai envie de dire faisons simple. On se complique trop la vie avec ses peurs, avec voilà, cette insécurité qu'on a. Voilà. Enfin bon, bref. Merci en tout cas d'avoir créé ça, Merci, Kiyomi. vraiment. Pleine de gratitude. Merci à toi d'être là. Ouais, moi j'ai bien envie de prendre la suite. Quelque chose quand même qui me paraît important, c'est l'idée que je suis complètement d'accord avec le fait qu'il y a un travail à faire sur soi, que ce soit d'ailleurs les gens métissés ou pas d'ailleurs, d'identité, hein, je suis d'accord avec ça, c'est un moment dans une travail sur soi. Et en même temps, pour moi, c'est important de voir que il n'y a pas que soi. Si on en est à se poser des questions, à aller chercher, euh, à se renforcer dans son identité, c'est quelque part l'identité qu'on a, elle pose un peu problème dans le système dans lequel on est. Et moi, j'aime bien, moi je l'ai fait ce travail et je le ferai encore. Je trouve ça enrichissant et en même temps, ce serait plus sympa si ça partait depuis un endroit qui était apaisé en fait, où on va vers ses origines avec voilà quelque chose qui est beaucoup plus apaisé. Et j'aime bien et je trouve que c'est un concept que j'aime beaucoup en ambiance systémique. C'est moi tel que je l'ai compris, c'est que le système il a aussi sa responsabilité et que c'est pas parce que on vit quelque chose d'un impact qui est pas agréable du système, qu'il faudra que ce soit encore la personne qui le vit de manière désagréable qui fasse. Alors on va le faire, parce que de toute façon on n'a pas le choix, on va le faire, parce que voilà, on a besoin d'aller. Mais c'est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus soutenant quand déjà c'est vu par le système et que le système se remet en question. Et pour ça, ça me fait un peu penser au sexisme. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aux femmes, bah oui, mais c'est vrai qu'on vous traite comme si, on vous met des stéréotypes, tu peux pas être pilote de ligne, tu peux pas être si, mais faut travailler sur toi, faut te renforcer. Et ben moi, je trouve ça, oui, on peut faire ça. Et en même temps, ben, ça serait pas mieux d'être dans un système où justement le système en lui-même se remettait en cause et que les femmes n'auraient pas à dépenser autant d'argent, d'argent d'ailleurs dans des thérapies parfois, et de temps, et de voir que, bah, je trouve que c'est important aussi de voir que le système, il a sa responsabilité. Voilà, je reviens un peu là-dessus, mais ça me paraît important parce que du coup,
Les femmes, je prends les femmes parce que c'est comme ça, ça parle à tout le monde, j'imagine. Si elles n'avaient pas ce poids-là, mais qu'est-ce que ça serait beaucoup plus soutenant, mais pour tout le monde, pour le système, il serait beaucoup plus, il y aurait de l'énergie, il y aurait de la créativité. On pourrait passer, comme tu disais, Kiyomi, à autre chose, à plus être dans ces petites histoires de sécurité, de machin truc, et aller, soutenir l'humanité de manière plus large, quoi. Voilà, c'est une bonne. Et merci beaucoup, Catherine, d'avoir posé ce sujet-là. Merci. Yes. Et je vais tenir mon point de vue sur la non-violence systémique. C'est pas la guerre au système. Je mets des S à côté des systèmes, parce que souvent les gens ils pensent qu'il y a un système. Il y a des milliards de systèmes. Hein. C'est fractal, il y en a partout. Nous sommes nous-mêmes un petit système. Et en fait, quand il y a un système qui fonctionne pas, si on est trop petit, si on est l'oppressé, si on n'a pas notre place, ça sert à rien de vouloir le démonter. On dépense de l'énergie. On ne collabore pas dedans à partir d'un endroit puissant et on invente des nouveaux systèmes et on rend ces anciens systèmes obsolètes. Ça sert à rien de se débattre dans des systèmes violents où on n'a pas de pouvoir. Créons des nouveaux systèmes pour les rendre obsolètes. Voilà, c'est mon mot de la fin. Et une pensée pour tous les Palestiniens. Wallah, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know is to be Palestinian, is to always rep where you come from. Except when you're in line at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's once from Gaza with love. If they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby. فلسطين أحسن ساعة وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continuez à parler, on vous entend pas. Continuez à parler, on vous entend pas. Voilà les amis, on vous a entendu. C'est vraiment top que vous soyez là. C'est toujours aussi soutenant de vous voir nombreuses et nombreux. Et on va continuer parce que rien ne nous arrêtera. Et il n'y a pas des gentils et des méchants non plus. Hein. C'est parce que vous êtes un homme blanc que vous êtes un méchant. Je ne vais pas rentrer dans cette, dans cette violence. J'ai le droit de revenir alors? Ouais. from Gaza with love, baby. فلسطين أحسن ساعة وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continuez à parler, on vous entend pas.